Bonjour à tous, bienvenue donc, pour cette conférence sur le déploiement d'une solution collaborative de pilotage des études de l'ADEME. Et donc on sera deux pour vous présenter ce projet. Donc, Marion Matteux, moi je suis Product Manager chez Kentika et donc j'accompagne l'ADEME depuis 3 ans sur ce projet. Et Marie-Odile Birmelet-Boutin, documentaliste et chargée de la gestion des connaissances à l'ADEME. Je suis sur la gestion des connaissances depuis une bonne dizaine d'années. Alors, tout d'abord, donc, un peu de contexte. Donc, Kentika, nous, on est éditeur français de la solution Kentika et ses modules, intégrateur de l'application dans les environnements de nos clients et également conseil, une équipe de spécialistes de la gestion de l'information et des connaissances qui intervient dans le cadre des projets pour la mise en œuvre des sujets de processus jusqu'au sujet d'implémentation technique. Et donc la solution Kentika, c'est une solution donc, qui est souple, ouverte et évolutive, qui permet de s'adapter dans de nombreux environnements et accompagner donc, chaque organisation dans le pilotage de ses connaissances avec un axe fort sur la mise au service de la performance opérationnelle. Donc l'ADEME, Agence de la transition écologique, opérateur de l'État, sous la tutelle du ministère de la transition écologique, de l'énergie et de la recherche. Nos missions, c'est donc d'amplifier le déploiement de la transition écologique, de diffuser notre expertise sur les domaines que sont l'énergie, l'économie circulaire, les déchets, l'air, la décarbonation des entreprises. Nous sommes plus de 1400 collaborateurs répartis sur l'ensemble de la France. Le siège est à Angers, 2 autres sites centraux à Paris et à Valbonne, et une représentation par région. Alors, la production de connaissances à l'ADEME, nous avons 3 types de production. Les productions de l'ADEME complètes, des achats, des études et des aides. Toutes nos productions sont adressées aux collectivités territoriales, aux entreprises, au grand public, au monde de la recherche également. Et parmi toutes ces productions que nous faisons, nous les avons organisées, classifiées dans des familles, sous-familles. L'objectif, c'est de permettre, aussi bien en interne qu'à l'externe, par ces familles, d'identifier rapidement le contenu dont on va parler. Est-ce que c'est une étude, une synthèse, une vulgarisation d'expertise, des retours d'expérience, et qui peuvent déjà donner une idée du niveau d'expertise nécessaire pour ça. Il y a donc notre fonds documentaire composé de toutes les productions ADEME, mais également toutes les autres sources de documents qui sont nécessaires à nos collaborateurs, donc des ouvrages, des abonnements, des normes. En 2023, mise en production de notre outil, nous avons changé de paradigme, de philosophie. Jusqu'à présent, notre fonds documentaire était alimenté exclusivement par les professionnels de l'information, donc les documentalistes, et des chargés de valorisation dans les directions techniques. Et avec la mise en œuvre de la nouvelle outil, nous avons décidé, nous avons incité à impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'ADEME, les acteurs de la gestion des connaissances autour de cet outil. Et l'autre challenge, c'était d'augmenter le cycle de vie du produit pour aller de l'émergence, l'idée, de faire un document jusqu'à sa gestion de l'obsolescence au niveau de la durée. Alors, quels sont ces différents acteurs ? En premier lieu, ce que nous on appelle les contributeurs techniques. Les contributeurs techniques, ce sont les ingénieurs, ce sont les sociologues, ce sont les économistes. C'est eux qui apportent la matière, les briques de l'expertise. Ils sont producteurs.
Évidemment, il y a un lien étroit avec les hiérarchiques, les managers, les directeurs, qui eux pilotent et valident le fait que l'on puisse lancer une production, lancer un projet. Les chargés de valorisation, donc eux, c'est véritablement un pilier de l'ensemble du dispositif, parce qu'ils vont animer, ils vont accompagner, ils vont mettre à jour les données, ils vont publier, ils vont dépublier. C'est eux qui sont vraiment au cœur du dispositif de la gestion du cycle de vie des documents. Et dans le dispositif, nous avons aussi les chargés de communication qui, eux, interviennent sur la production des documents qui sont plus communicants. Et on voit bien que les chargés de valorisation, ils interagissent avec les contributeurs techniques, avec les hiérarchiques, avec les chargés de communication. Donc le projet GECO, il est né avec l'arrivée d'un responsable de gestion des connaissances qui cherchait un outil. Et donc nous avons travaillé, nous avons fait un benchmark, nous avons sélectionné le prestataire sur la base d'un POC, c'est-à-dire d'une maquette, et c'est comme ça que nous avons travaillé avec Kentika. Une des particularités du projet, c'est qu'il est mené en méthode agile dans les règles de l'art de A à Z et encore aujourd'hui. Donc, pour un petit rappel, la méthode agile, qu'est-ce que c'est? Donc, en développement informatique, on a deux grandes familles de méthodologies de projet. Les cycles en V, on va définir l'ensemble des besoins qui doivent être couverts par l'application et comment elle doit y répondre. On a un cahier des charges très détaillé sur tous les aspects, on a tout anticipé. On développe l'intégralité et on livre l'application telle qu'on l'a dépensée initialement à ses utilisateurs. Une des limites de ces cycles en V, c'est que entre le moment où on a imaginé la solution, pour autant qu'on ait déjà pensé à tout et imaginé les choses de manière adaptée aux besoins des utilisateurs. Et le moment où on va le mettre en production, potentiellement il y a des choses qui vont évoluer et potentiellement il y a des choses sur lesquelles l'idée qu'on s'en était faite finalement rencontrait pas forcément les usages ou les utilisateurs. En contre-pied, la méthode agile, elle va découper l'ensemble des travaux en cycles, pour nous en l'occurrence, ce sont des cycles de 3 semaines. Pour chaque cycle, on va se définir un périmètre à développer. Donc, généralement, on est sur un ensemble fonctionnel relativement cohérent. Et à l'issue de ces 3 semaines, ce qui aura été développé va être confronté à ses utilisateurs. On va faire une démo, on va faire des tests pour pouvoir récolter les retours, ce qui permet à toutes les étapes et dès l'amont d'avoir une solution qui va être en adéquation avec les besoins, les usages et qui va permettre d'avoir une forte adaptabilité à des choses qu'on n'aurait soit pas forcément anticipées, pas vues et qu'on va découvrir donc pas à la fin des 2 ans quand on présente la solution aux utilisateurs, mais au bout des 3 semaines ou 1 mois selon le moment de développement. Et donc ça a aussi l'avantage de vraiment placer l'humain au cœur du dispositif, puisque c'est une solution donc, qui aura été présentée à ses utilisateurs très tôt, ce qui est aussi un avantage d'ailleurs en termes de conduite du changement. Et voilà, et de s'adapter au fur et à mesure. Donc en termes de méthodologie, ce qu'on fait pour quand même développer les choses de A à Z, c'est qu'on définit un premier périmètre, qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, qui va être le périmètre fonctionnel minimum pour pouvoir ouvrir la solution à ses utilisateurs, parce qu'elle va apporter le service minimum qu'elle doit rendre, et ensuite la faire évoluer dans le temps. Voilà. Et si on doit avoir un retour sur cette partie-là, ce qu'on a fait, y compris la partie migration des données en agilité, c'est que s'il y a une chose qu'on devrait peut-être garder en cycle en V, c'est la migration des données. Mais pour le reste, la méthode, elle est vraiment très vertueuse. Donc pour mener à bien ce projet agile, c'est multi-acteurs. Nous étions novices de notre côté.
On a fait appel aussi à Kentica parce qu'ils avaient déjà des bons rudiments dans la matière. On s'est fait accompagner par un coach agile. L'avantage, c'est qu'il est là pour nous aider à mettre en place le processus, le fameux rythme, et il nous permet d'avoir un regard extérieur qui permet de re-questionner à tout moment la façon dont on a procédé pour pouvoir ajuster à tout moment pour les prochaines livraisons. Et nous sommes accompagnés toujours par un prestataire qui nous aide, qui a des compétences plus informatiques. C'est une équipe, on a de la chance qu'on a une équipe sur les 4 prestataires qui fonctionnent bien ensemble. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on a eu le temps de tous s'apprivoiser et accorder nos violons. Et c'est une équipe qui travaille en étroite coopération et c'est très agréable au quotidien. Et ce, malgré parfois des moments de challenge un peu importants. On a un écosystème projet qui est déjà multi-acteurs dans l'équipe même qui mène le projet. Et autour du projet GECO, il y a encore un certain nombre d'acteurs, puisque GECO, c'est une brique qui est vraiment centrale dans le dispositif, qui assure la fiabilité, d'avoir des données toujours à jour, et ce, autour d'un flux de connaissances qui va notamment, donc, pour la partie partage de l'information avec le grand public, donc fournir les informations qui sont disponibles sur notamment la librairie ADEME, qui est la vitrine où vous allez retrouver toutes les études publiques de l'ADEME, et qui elle-même redispatche vers les sites satellites. C'est également aussi pour l'interne une source de données fiables, puisque depuis l'intraDEME, donc qui est l'intranet de l'ADEME, quand les utilisateurs font une recherche, une partie des résultats de recherche viennent directement de GECO. Et c'est également, cette fois-ci en amont, la suite logique de ce qui se passe dans Opal, donc qui est un outil de gestion des projets aidés et qui automatiquement viennent alimenter GECO avec les projets qui sont pertinents, évidemment. Ce qui permet d'éviter d'une part des ressaisies et d'assurer une fiabilité des données à travers l'ensemble du flux. Et également, donc, petit dernier dans l'écosystème, Sophia, donc, qui est un projet porté par l'ADEME en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, le CEREMA et le CNDD, qui a pour ambition de mettre à disposition d'abord des collectivités, mais plus tard du grand public, une IA de confiance autour de la transition écologique. Et donc, les données de GECO qui sont à destination du public sont automatiquement alimentées dans cet outil qu'est Sophia. Alors, ce projet, la mise en production donc, date de juin 2023. Juin 2023, l'enjeu était pour le MVP, donc le minimum que nous souhaitions, c'était garantir les fonctionnalités de base d'une base de données, garantir le flux qui existait auparavant entre notre fonds documentaire et la librairie, ça c'était un incontournable. Et en plus, nous avions changé la structure de notre base de données. On est passé à 2 niveaux afin de permettre d'avoir une fiche descriptive du dossier, du projet, et de pouvoir apporter des caractérisations pour chacun des OC qui sont déposés, des livrables, pardon. OC pour objet de connaissance, c'est-à-dire livrable, c'est-à-dire fichier PDF. PDF, Word, puisqu'on peut poser aussi des fichiers Excel. Donc, lors de cette mise en production, il y a eu la migration, la formation, sensibilisation au back-office des personnes compétentes, l'appropriation de la base, modification de la structure et garantir les fonctionnalités que nous avions jusqu'à présent. L'année 2024 a été, déjà très tôt dans l'année, consacrée à la mise en place de l'outillage de la programmation des études.
Jusqu'à présent, notre fonds documentaire était basé sur des documents finis que l'on mettait à disposition de l'interne et de l'externe. Là, l'enjeu, c'est de permettre en interne d'identifier tous les dossiers qui vont sortir, donc de l'émergence, de l'idée, de la mise en place d'un produit jusqu'à sa fin. Et donc, nous avons outillé le GECO pour permettre ces différentes phases et la programmation des études. En 2025, ce qui a été mis en place, c'est qu'il y a eu une refonte de notre librairie et que ça a été l'occasion pour nous de réajuster le flux entre GECO et la librairie et en même temps de mettre des dispositifs de notification, d'alerte auprès de l'ensemble des contributeurs des dossiers, que le dossier a été mis en ligne, que le dossier va être dépublié, que le dossier est dépublié. Voilà, un tas de notifications qui permettent aux responsables de l'étude de mener à bien la bonne gestion de ce produit. Toujours en 2025, fin d'année, c'est l'interopérabilité avec notre outil de gestion, c'est-à-dire qu'on a ouvert les flux à partir d'un dossier qui est dans notre outil de gestion, eh bien, on crée le dossier automatiquement dans GECO, on récupère les métadonnées. Début 2026, c'est donc l'interopérabilité entre l'automatisation du transfert des documents de GECO vers Sophia. Dès le début, nous avons souhaité donner une identité particulière à notre outil, lui donner un nom qui ne soit pas le nom de l'éditeur. On a travaillé avec une graphiste qui nous a fait cette charte. On avait un enjeu qui était garantir l'accessibilité, l'empreinte carbone qui soit maîtrisée avec des mesures régulières de l'audit et qui nous permet à tout moment d'identifier jusqu'au bouton qui pose souci et de pouvoir le réajuster très rapidement. Et nous avons mis en place une communication, un accompagnement au changement vraiment très rapproché auprès du personnel de l'ADEME, puisque au début, lors de la mise en production, nous étions sur le même périmètre, les professionnels de l'information et nos chargés de valorisation, et qu'au fur et à mesure, eh bien, nous avons dû faire monter en compétence l'ensemble des contributeurs techniques, ingénieurs, sociologues, etc., et des hiérarchies. En termes d'accompagnement au changement et de prise en main du cycle de vie, c'est des choses qu'on va aussi travailler au terme d'interface, de restitution, et qu'on a mis en place de renouvellement au niveau de chaque fiche dossier. Donc ça c'est un exemple d'une fiche qui est actuellement publiée sur la librairie. Pour rappel, au tout début du projet, en termes de cycle de vie, on allait de la pré-publication jusqu'à la publication externe. On a largement remonté et étendu le spectre. Et cette matérialisation des étapes permet, au-delà de visuellement, quand on ouvre une fiche, de savoir exactement où elle en est, aussi elle a un rôle d'appropriation, puisque c'est des éléments qui vont régulièrement être vus par les utilisateurs et qui participent à la prise en main et qui permet aussi de donner la traçabilité avec le suivi de sous chaque étape, à quelle date le dossier est passé à cette étape. Une des grosses commandes que nous avions, c'était de pouvoir avoir cette restitution des fiches dossiers. Alors, fiches dossiers, vous l'avez, ça correspond aux notices bibliographiques dans le vocabulaire métier. C'est d'avoir une restitution sous forme tableau, afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les documents, de pouvoir sélectionner les colonnes que l'on souhaite voir en fonction des instances de pilotage de gestion des connaissances, et aussi de pouvoir modifier les fiches directement à partir de ce tableau, sans avoir besoin d'ouvrir la fiche, de la modifier, de l'enregistrer, de revenir à la liste de résultats pour ensuite sélectionner une nouvelle fiche, la modifier, etc. Donc ça, c'était un enjeu fort. On a donc ce tableau avec une petite
clé à molette qui permet à chacun, en fonction de celui qui affiche les résultats, eh bien, de définir les colonnes à afficher. Il peut en ajouter, il peut en enlever, il peut l'organiser, c'est-à-dire là nous avons mis le titre, les étapes, le périmètre de visibilité, on peut rajouter les chargés de code, on peut rajouter des champs commentaires qui est un champ assez stratégique pour nous parce qu'il permet de communiquer entre les différentes personnes qui contribuent sur un dossier, de mettre ce qui fonctionne bien, de poser des questions, etc. Et donc le petit bouton, le petit crayon qui apparaît là, on est en mode éditable, il nous indique les champs sur lesquels on ne peut pas intervenir. On a quand même bordé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de manipulation. Et en blanc, les champs qui sont modifiables. Et donc ces tableaux éditables sont un peu la suite d'un usage qui était auparavant l'usage, on va dire, aussi disparate qu'il soit à l'ADEME, c'est-à-dire que le constat est parti avant même la migration. On a fait un atelier avec un certain nombre de managers autour de leurs outils pour le pilotage. Donc, on avait sur les murs un tas de tableaux Excel différents avec chacun des colonnes différentes, des manières de piloter l'information différentes, et assez peu d'entre eux souhaitaient, et en même temps ça dépend de la manière dont chacun pilote son service et de ses besoins. Mais assez peu d'entre eux étaient enclins à se dire on va définir une vue commune qui sera la même pour tout le monde et on va tous être satisfaits de ça. Donc la partie, le fait que chacun puisse choisir quelle colonne il affiche, c'était un enjeu important de s'enregistrer ses vues pour que, en fonction des instances et des besoins à l'instant T, on n'ait pas forcément à tout rechoisir de A à Z, mais simplement remettre sa vue enregistrée. Et puis ces vues tableaux, elles devaient être particulièrement efficaces parce qu'elles sont utilisées au moment des instances de pilotage pour retranscrire la prise de décision en live. Ce qui permet d'éviter des ressaisies derrière et que tout le monde ait à l'instant T les prises de décision en vision. Et comme les besoins en fonction des instances ne sont pas les mêmes, on a demandé encore plus. C'était de pouvoir mémoriser quelques vues tableau. Donc pour ces instances de pilotage, de gestion des connaissances, pour sa revue en service, pour des échanges bilatéraux entre un chargé de valo et un ingénieur, pour ne pas avoir besoin de resélectionner en permanence ces colonnes, il y a possibilité de mémoriser un certain nombre de vues et de définir celle qui va servir par défaut. Donc on a plusieurs axes. Dans cet axe de production, on peut constater d'abord qu'on a une grande diversité de documents, de publications, des guides, des documents qui sont des positionnements de l'ADEME, des documents institutionnels. Cette phase-là est une phase d'enrichissement des documents, c'est-à-dire que en production, tout est lancé, il y a une validation du hiérarchique, on sait qui va s'occuper de telle étude, on s'est assuré que le plan de charge des uns et des autres était correct. Et donc on va pouvoir compléter cette notice bibliographique afin, au moment opportun où on doit mettre en ligne, parfois il y a des dates précises pour publier, eh bien il n'y a plus qu'à rattacher ce fameux OC, ce fameux livrable, pour pouvoir publier directement dans la librairie. Pour pouvoir gérer l'ensemble de son portefeuille, aussi bien les chargés de valorisation que les hiérarchies, que les contributeurs techniques ont accès à cette page tableau de bord qui est paramétrée pour qu'ils puissent identifier leur dossier et uniquement leur dossier, tous les dossiers qui sont en cours. Nous on dit en cours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore publiés dans la librairie. Pour un hiérarchique, sur la partie haute, ça lui permet d'identifier tous les dossiers de son portefeuille. Oui, on a une sélection dans les tuiles qui permet justement de parler de ces instances de pilotage, d'identifier pour chaque instance combien des dossiers de son service vont devoir être vus pendant cette instance-là, combien au contraire ne seront pas vus dans cette instance-là.
et de suivre sur mon service et également les services rattachés combien de dossiers j'ai à chaque étape du cycle de vie. Dans la partie juste en dessous, c'est mes dossiers, donc c'est véritablement les dossiers où je suis responsable d'une manière ou d'une autre, soit en tant que ingénieur, instructeur du dossier, chargé de com, chargé de labo ou hiérarchie. Et comme il y a des dossiers qui sont interservices, il a été mis en place ce dispositif pour pouvoir faire une sélection par service. C'est-à-dire je mets dossiers, mais les dossiers quand je suis rien que de mon équipe ou en partenariat avec une autre équipe. Dans les tuiles, la partie en dessous, les tuiles, ça correspond aux dossiers concernés qui vont avoir une valorisation dans les 6 prochains mois. On a choisi 6 mois pour avoir suffisamment de temps pour anticiper. Donc s'identifier déjà tout ce qui est prévu pour être mis en ligne, en publication de librairie. Tout ce qui va être dépublié, c'est-à-dire que normalement, dans les 6 mois, si rien n'est fait, ça se dépublie automatiquement. Dès lors que nous, on publie un document dans la librairie, on a mis en place un dispositif pour qu'une date de dépublication soit automatiquement renseignée. On a choisi J+4 ans, mais on aurait pu choisir +5. Si personne n'intervient sur cette date, c'est J+4 ans. C'est à la main de tout le monde pour pouvoir réajuster. Et donc, on est prévenu 6 mois avant cette date fatidique que les documents vont être dépubliés afin que chacun puisse intervenir pour soit prolonger la mise en ligne, soit activer une mise à jour ou ne rien faire parce que le timing est bon et puis la dépublication sera automatiquement réalisée. Voilà, donc on a mis en place ces différentes tuiles pour identifier chacune des valorisations qui sont prévues dans les 6 mois. Puis évidemment, tous les éléments de ce tableau de bord sont cliquables et permettent d'accéder à la liste des documents qui correspondent derrière. Et il est évolutif et il est déjà on a déjà revu la partie qui en bas, on est encore en train de travailler sur aller plus loin pour la partie pilotage des dossiers de son service. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est très vivant. Donc ça, c'était la partie haute et la partie basse permet cette fois-ci une restitution des dépublications à venir. Et là, on a véritablement les intitulés et on peut intervenir sur chaque titre et son cliquable. Et nos chargés de valorisation qui sont vraiment les personnes qui interviennent sur la mise en ligne des documents. Il n'y a que les chargés de valo et les chargés de com qui sont en mesure de le faire, surtout pas les hiérarchiques ni les coordinateurs techniques. Ça leur permet d'avoir une vue sur les dernières modifications qui ont été réalisées sur leur dossier. Elles ont besoin d'identifier, de savoir ce qui a été fait. Et donc, c'est un tableau récapitulatif qui leur permet d'accéder à leur dossier modifié. Surtout ce qui a été fait par d'autres personnes. Et donc, l'étape clé, c'est donc la diffusion dans notre librairie. Cette librairie qui est donc dans un autre outil. On va y diffuser aussi bien des communiqués, des conférences. Enfin, ça, c'est le passé d'ailleurs. On fait une adaptation chacun des livrables. L'enjeu, c'est en ayant l'ensemble des dispositifs, c'est de se poser la question très tôt de savoir à qui est destiné ce fameux document, le public, afin que la rédaction du document soit en adéquation avec la cible qui est visée. On a travaillé la valorisation de la librairie, mais on a d'autres types de valorisation que nous voudrions pouvoir travailler, que sont les valorisations presse, identifier en amont que ce document, quand il y a une valorisation presse, il doit être absolument concomitant avec cette action de communication. Un des piliers du système, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de cette organisation à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement, au sein d'un même dossier, on va avoir plusieurs productions, mais qui n'ont pas forcément toutes la même, au-delà de ne pas avoir le même niveau d'expertise et pas être destinés au même public. On va aussi en avoir qui vont être pas forcément destinés à être publiés, qui vont être réservés à l'interne. Et donc mais pas forcément avoir besoin de gérer 2 fiches, une pour l'interne, une pour l'externe. Donc on a toujours une seule et même fiche et à laquelle on va pouvoir venir définir est-ce que cet objet de connaissance est destiné à être diffusé auprès de l'externe ou au contraire réservé à l'interne.
Ou encore, qui ne figure pas ici, mais qui est également le troisième niveau, c'est il est confidentiel, il est réservé aux personnes contacts du dossier uniquement. Donc pour nous, c'était important de pouvoir avoir tous ces documents sur cette même fiche de dossier. Parfois, on peut avoir dans les documents internes, on va mettre nos documents sources, c'est-à-dire qu'on va réclamer le fichier Word, PowerPoint. Évidemment, dans la librairie, on ne mettra que le fichier PDF. Ça, c'est ce qui permet de maîtriser la visibilité pour nos internautes. Ce sur quoi on joue aussi, c'est la visibilité en interne. C'est-à-dire que ces dossiers, quand on les crée par défaut, on dit qu'ils sont accessibles à tous, mais les personnes contacts ont la main pour, dès le début, dire qu'ils veulent le restreindre uniquement aux personnes contacts de cette fiche, que les instructeurs, ou l'autoriser à la visibilité à leur service, ou alors à toute l'ADEME. Par défaut, on a choisi toute l'ADEME, c'est la transparence, c'est permettre vraiment à tout le monde d'identifier les projets le plus tôt possible, mais l'instructeur a tout à fait la main, parce que si c'est stratégique, sensible, si les raisons qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de le restreindre uniquement à leur niveau. Et il y a encore un autre niveau de gestion de finesse des documents, c'est qu'en fonction des profils, nous, administrateurs, documentalistes, nous avons accès à tous les champs, mais pour les contributeurs techniques qui n'ont pas besoin d'accéder à des champs techniques ou autres, on limite le nombre de champs pour qu'ils ne soient pas trop envahis. Oui, c'est un enjeu fort d'adoption, que la partie alimentation soit aussi facilitée que possible. Ça a été effectivement un des axes de travail, mais pas le seul. Donc on a également outillé cette partie gestion, donc on va avoir des alertes. Donc là, dans cet exemple, pour valider pour les personnes contacts du dossier la publication. On a également un certain nombre d'alertes de suivi, les documents qui vont être bientôt publiés, qui vont être bientôt publiés, etc. Et avec un choix ensuite pour l'utilisateur de s'y abonner ou pas. Et puis également dans l'application, au niveau de sa page d'accueil, des widgets qui vont lui présenter également les éléments correspondants. Donc nous avons travaillé sur l'obsolescence automatisée aujourd'hui et on voudrait travailler pour qu'elle rentre véritablement dans le cycle de vie avec un questionnement beaucoup plus poussé que ce que l'on a aujourd'hui. Mais comme je vous ai évoqué au début, un document, dès lors qu'on le met en ligne, il a automatiquement une date de publication qui est renseignée, qui peut être ajustée à tout moment et qui fait que automatiquement la librairie est mise à jour s'il n'y a pas eu d'intervention de part et d'autre des instructeurs. L'enjeu, c'est d'éviter de laisser en ligne des documents c'est peut-être pas le terme, mais qui n'ont plus lieu d'être et qui sont obsolètes ou il y a d'autres documents plus récents qui seront mis en place. Donc, les bénéfices de l'outil. L'outil nous a permis véritablement de faire en sorte d'adapter la production en fonction de la cible. Un gros enjeu, c'était le gain de temps, c'était cette visibilité de l'ensemble de la production réelle et à venir, et de permettre cette visibilité à l'ensemble du personnel de l'agence, donc au niveau des 3 sites centraux, mais aussi en région, dans la mesure où l'outil collaboratif, il y a plusieurs mains sur un dossier, ça permet de pouvoir le réajuster à tout moment et d'optimiser la qualité des données, et notamment de favoriser les échanges entre les uns et les autres. Et le gros enjeu aussi, qui était de limiter des outils parallèles. C'est donc que GECO est venu vraiment au centre des pratiques aussi des managers pour leur revue de l'ensemble des études et éviter donc des fichiers Excel parallèles. Ouais, donc quelques chiffres sur l'adoption, donc la courbe d'adoption, la fréquence d'utilisation de l'outil, donc qui a cru depuis le début du projet, au fur et à mesure, notamment des ouvertures à des publics différents et puis de l'ancrage de l'outil dans les usages.
Et puis on a aussi un certain nombre de pics qui, à mon avis, dans quelques temps, vont revenir de manière assez cyclique, qui correspondent aux fameuses instances de pilotage. On voit qu'en amont des instances, il y a un gros travail de faire en sorte que tous mes dossiers soient à jour pour être présentés au moment de la prise de décision de est-ce que tel ou tel dossier sera ou non programmé. Et voilà, c'était un de nos objectifs qu'on s'était fixé parmi nos ateliers autour de l'agilité, de l'organisation de l'équipe, de feuilles de route, d'avoir certains seuils d'adoption et qui ont été atteints et dépassés depuis. Donc ça, c'est une fierté collective et qui est notamment passée par un travail important des équipes de l'ADEME, mais aussi des équipes de Northeast qui ont accompagné sur ce volet-là, d'accompagnement au changement, pas uniquement à la mise en place, mais aussi au fur et à mesure pour accompagner à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des évolutions. Et c'est un élément qui est clé, c'est-à-dire que c'est clé au point que quand on a fini de développer des fonctionnalités, avant de les mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs, il ne suffit pas qu'elles soient prêtes, testées, validées. On fait en sorte que ce soit des blocs cohérents et que la partie accompagnement au changement ait été aussi pensée, réalisée en parallèle pour s'assurer que quand on la met à disposition, c'est bien pris en main. Et ce travail-là de long terme et de fond fait qu'on a des chiffres d'adoption d'outils qui sont à la hauteur des objectifs qu'on s'était fixés. Ce qui a été mis en place, c'est donc l'accompagnement au changement, c'était vraiment le cœur. C'est ce qu'on a pu accentuer depuis 2023. Et aussi avec la mise en place d'une sorte de hotline de ticketing où tout un chacun était en mesure de dire ce qui lui posait difficulté. Plusieurs types de difficultés, difficultés d'appropriation de l'outil, et difficultés qui étaient l'occasion de nous signaler un dysfonctionnement que l'on pouvait du coup très vite remonter pour mettre en place une correction dans les plus brefs délais. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions... Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur la méthode agile. Comment vous avez réussi à dimensionner le projet avec cette méthode-là? Alors, ça a demandé un certain shift de conception de projet. On est dans le public aussi, donc ça a demandé une ingénierie contractuelle en amont. On venait en collaboration par deux de nos collègues qui n'a pas été mince à faire, mais qui a été menée de main de maître. Le principe justement de l'agilité, c'est qu'on définit un engagement de ressources, on se fixe des grands objectifs, mais on ne s'engage pas sur un périmètre précis et en amont finement défini, tel que ce qu'on peut faire en cycle en V. Et il y a également un autre facteur qui fait que ça demande une étroite collaboration, c'est qu'on est un éditeur. Donc il y a un fond, il y a un produit qui existe. On n'est pas un SS2I, on ne va pas développer la façon de zéro. Donc en fait, ça vient encore plus un peu pousser les choses, c'est-à-dire que quand on va estimer qu'on a un backlog, avec un certain nombre de points à réaliser, de fonctionnalités, quand on va estimer en amont, on fait vraiment étroitement avec l'ensemble des équipes. Il y a des choses qui peuvent sembler être importantes en termes de développement et qui le seraient sûrement si on partait de zéro. En fait, comme c'est déjà dans le produit, finalement, ça va être un petit élément de paramétrage. À l'inverse, parfois, des choses qui peuvent sembler triviales, si elles sont pas en adéquation avec la philosophie de l'outil, là, on va dire, si on veut le faire de cette manière-là, c'est pas très optimisé. Pareil, là, c'est-à-dire qu'on a un travail plutôt d'alignement, on monte sur le besoin, on affine, on précise, et généralement, on a trouvé une solution qui est dans la philosophie de l'outil pour aussi garder les choses pérennes. Donc, comment on l'évalue? On définit un périmètre de produit minimum viable et on fait une estimation, mais qui est forcément une estimation au début à la grosse taille, on va dire, et puis qui s'affine au fur et à mesure. C'est une adaptation qui s'est faite vraiment progressivement.
enfin, c'est pas une taille de t-shirt, hein, au début on ne sait pas trop, et on a toujours ces fameux référentiels de ce qui s'est passé pour la fois d'après qui permet de réajuster. Après, pour nous, côté ADEME, il y avait un enjeu aussi qui était important, puisque dès lors qu'on rentre dans cette méthode agile, on doit apprendre à prioriser. Et nos besoins, on en a plein, on est sollicité de part et d'autre, et c'est d'arriver à justement prioriser en fonction de ce qui... des critères qu'on va définir ensemble, plusieurs personnes qui sont intéressées, une fonctionnalité de ce métier, les enjeux de calendrier par rapport à d'autres projets aussi, quand on est dans des interopérabilités notamment. Voilà, c'est ça.